Bonjour à tous, Franck Muller. Nous sommes vendredi 17 juillet. Bonjour à tous et merci pour tous vos commentaires. Et justement, avant de venir sur certains faits divers liés au 14 juillet, je vais parler d'un commentaire. Et c'est du bonheur à lire. Sur ma dernière vidéo du 14 juillet, évidemment, on parlait un petit peu des quartiers. Et quelqu'un qui est issu de l'immigration m'écrit, me dit « Bonsoir mon cher Franck, dans cette vidéo je vous trouve attristé, meurtri, parfois résigné par ce qui se passe dans certains quartiers de France. Spectateur assidu, je me pique du souhait de vous encourager, vous redonner de l'espoir en cette journée de fête nationale. Bon. Je m'y sens d'autant plus obligé que vous m'avez cité parmi la masse silencieuse et observatrice impuissante à certains phénomènes. » Donc quand je dis qu'il y a une grosse partie de personnes issues d'immigration qui parfois ne bougent pas trop, ne manifestent pas leurs sentiments, voire leur désapprobation devant les agissements de certaines racailles qui mettent à mort un chauffeur de bus, par exemple. On est d'accord. Bon. Alors, évidemment, ce monsieur, je sais pas trop, parce que, bref, je dirais pas son nom, mais bon, voilà. Hélas, la situation décrite n'est pas nouvelle, malgré les milliards d'euros de nos impôts engloutis dans la politique de la ville depuis les années 80, depuis l'ère du président Mitterrand. De ce côté-là, à minima, il peut être mis au crédit de l'actuel gouvernement depuis 2017 un véritable désengagement de l'État. On se souviendra tous de la remise du rapport Borloo et du discours présidentiel qui traduisait clairement un constat d'échec. En réponse, carrément une volonté de l'arrêt net de ces dépenses dispensieuses pour les finances publiques et surtout de la description sociologique de la situation par ce président, sous le regard médusé de l'ancien ministre de la ville Borloo. Alors, cette personne me dit, cela étant dit, je vous rassure, 99,99% des Français patriotes d'origine maghrébine, comme moi, condamnons ce type de comportement et nous lui trouverons jamais d'excuses. Alors bon, oui, 99% des Français patriotes d'origine maghrébine, mais bon, enfin bref, je pense qu'il est un petit peu optimiste et que déjà si on est à 90%, ça sera déjà pas mal. Mais bon, c'est un plaisir de lire des courriers tels quels plutôt que d'avoir des lettres d'injures. Alors d'ailleurs, cette personne nous dit d'ailleurs si des statistiques ethniques sur les votes des citoyens français d'origine étrangère étaient licites en France, je pense que vous seriez très surpris par le vote des électeurs d'origine maghrébine aux élections locales et nationales. La France, écoutez-moi bien, la France nous a tout donné et nous n'accepterons pas et nous n'accepterons jamais que ce type d'individu se comporte de la sorte avec nos concitoyens, avec lesquels par-dessus tout, nous partageons les valeurs de la République avec la laïcité en complément de la devise républicaine. Vous voyez, je vous le dis, et c'est tellement un bonheur d'entendre ça que j'en ai de la chair de poule, vous voyez, à l'instant où je vous le dis. Depuis mai 68, il est de fait exact que le principe même de l'autorité est contesté avec la mise en avant du slogan « Il est interdit d'interdire » et de la primauté de l'individualisme. La déchéance de la nationalité pour les binationaux serait une réponse juridique appropriée au regard de l'atteinte grave portée et répétée par certains de ces individus à l'ordre public et à la sécurité publique et qui nuisent à la réputation de leurs concitoyens non caucasiens. Donc des gens qui ne sont pas de type européen, qui sont originaires de l'immigration, et bien effectivement tous ces types de comportements nuisent à l'ensemble de la population immigrée et cela fait des mois et des mois que je dis, c'est pour ça que je demande aux gens issus de l'immigration de prendre les choses en main et de dire ça suffit, les voyous, c'est des voyous et voilà, ça valorise pas les populations immigrées qui sont venues en France pour avoir la paix, pas être victime de la guerre civile en Algérie et travailler sereinement et apporter une certaine éducation, une sécurité à leurs enfants. En réaction, la société, par souci de protection primaire, se barricade par un raccourci intellectuel dans des stéréotypes et des préjugés sur cette partie de la population française avec des origines ethniques, certes bien différentes de Charlemagne, mais tout autant françaises. Et oui, françaises par le droit du sol, on est d'accord. De fait, cela accentue le rejet et la discrimination sociale et favorise le communautarisme, qui est une véritable plaie pour la nation. Cela entraîne aussi un coût considérable pour l'économie qui a été chiffré à 150 milliards par an, soit 6,9% du PIB de 2016 et 2017. Voilà, donc quelqu'un issu de l'immigration, évidemment, quelqu'un qui a certainement fait l'effort de l'intégration, de l'éducation, de la culture, et qui me pond une lettre
Voilà, très très bien, merci, encore merci, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Alors, comment dire, on va parler directement de... On va parler tout de suite de l'intervention sur les pompiers. Voilà, un pompier a été touché à un mollet par un tir d'arme, alors qu'il intervenait pour éteindre un feu de véhicule à Guinette, un quartier défavorisé de la ville d'Étampes, dans l'Essonne. Appelés sur place pour éteindre l'incendie qui dévore une voiture, ce soir du 14 juillet, les sapeurs-pompiers ont été victimes de ce qu'on appelle un réel guet-apens. Ils ont été écueillis par des tirs de mortier, un tir d'arme à feu. Voilà, ils ont à peine attendu la détonation, mais en fin de compte, il y en a un qui s'est retrouvé avec une balle dans le mollet. Petit calibre, on peut penser que c'est un petit tir de 22 long rifle, hein, d'après le maire de la ville. Voilà. Donc la victime a été hospitalisée immédiatement, la balle lui a traversé le mollet. Malheureusement, c'est la 3e fois que ce sapeur-pompier est blessé lors d'incidents dans la ville d'Étampes, assure donc le journal Le Républicain. Après cette agression, d'autres incidents similaires ont eu lieu dans le quartier, toujours selon le même déroulé. Le feu met un véhicule et à des containers à poubelle et les pompiers sont accueillis à coups de tirs de mortier. Voilà, évidemment, plusieurs interpellations ont eu lieu, dont plusieurs flagrants délits de jeunes hommes qui avaient le mortier dans la main. Précise le maire, des témoins racontent que les incidents duraient jusqu'à 2h30 du matin. Déjà dans la veille, dans la nuit du 13 au 14, le feu était mis à une voiture. Un policier avait été blessé par un tir de mortier à la tempe et il avait été protégé par ses lunettes d'intervention. Donc voilà. On pourrait rappeler quand même que, compte tenu certainement de la communauté de ces délinquants, que la loi est au-dessus de la loi, la foi religieuse. Cela fait des années que certains essayent donc d'utiliser la religion pour combattre la République. Alors, j'ai eu l'occasion de voir des photos, notamment, je crois, des photos de Vaux-en-Velin, où on voyait quand même un véhicule brûlé avec une bouteille butane à l'intérieur. Hein. Donc, on cherche à tuer des pompiers ou des autres représentants de l'État. Voilà, donc, rendez compte, le pompier vient pour éteindre le feu de la voiture, mais en fin de compte, il y a une bouteille qui va exploser. Est-ce que vous vous rendez compte du dégât? C'est vraiment... une tentative de meurtre, et c'est vraiment effrayant. Enfin bon, le terme de racaille est vraiment employé, parce que là, je ne vois pas d'autre adjectif, même s'il est très très fort. Hein. Alors, on va revenir à notre Macron. Lors de son interview du 14 juillet, le président de la République a prononcé une phrase d'un intérêt notable sur le plan de la réflexion politique. « J'ai commis des erreurs ». La formule a été dite avec un grand naturel, comme banal, habituel. Oui, tout le monde fait des erreurs tous les jours, hein. Mais présider, diriger un État est une mission d'une exceptionnelle gravité, comme piloter un avion de ligne ou un paquebot, opérer une personne à cœur ouvert, diriger une entreprise dont dépendent des milliers d'emplois. Imagine-t-on un pilote de ligne ou de paquebot, un chirurgien, un chef d'entreprise, déclarer tout simplement devant ses passagers, son patient, son conseil d'administration, « J'ai commis des erreurs ». Inconcevable, en de telles circonstances, celui qui commet des erreurs est aussitôt remercié. En principe, dans une république, une démocratie normale, le dirigeant suprême qui reconnaît « j'ai commis des erreurs » assume ses responsabilités, soit par recours au peuple, à travers des législatives ou un référendum sur lequel il engage sa responsabilité, soit il démissionne. Un autre chemin nous promet-il, mais rappelez-vous, un autre chemin, oui, mais il y avait le nouveau monde. Il y avait la transformation, la refondation, la réinvention. Voilà. Tous les 3 mois, on sort un nouveau nom d'un chapeau, mais en fin de compte, rien n'est fait. Le président est élu sur un projet, un style, une posture. La distinction entre le cap, c'est-à-dire l'objectif, que l'on conserve, ou on change de chemin. Le peuple, dans le système actuel, vote à la fois pour un cap, pour un chemin. D'ailleurs, le choix d'une politique est toujours le choix d'un chemin, c'est-à-dire les moyens qui sont mis en œuvre, les actions. Donc, quelque part, si vraiment le chef de l'État change de chemin, c'est-à-dire qu'il rompt le contrat qu'il a conclu avec le peuple par son élection du suffrage universel, parce qu'en fin de compte, il choisit un autre programme, à première vue. Donc, il ruine sa légitimité démocratique. Comment dire? L'idée qu'un président puisse, de son libre arbitre, changer de chemin sans interroger ni la nation par un référendum, ni la représentation parlementaire est profondément antidémocratique. Elle signifie que sur une saute d'humeur, une lubie, un changement d'idée, un individu peut, en dehors de toute consultation démocratique, engager le pays sur un chemin, sur un autre. Ah oui, j'ai une idée, bah tiens,
allez, on va quitter la communauté européenne. Oui, pourquoi pas. Ah bah tiens, ça c'est une bonne idée. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous m'avez compris. Donc, appeler ça une république ou une démocratie, c'est un petit peu indécent si le dictateur en chef change d'avis comme il change de chemise. Alors, il nous a dit qu'il y a une crise effroyable, et en fin de compte, le président de la République un peu congèle ses grandes ambitions pour la France en attendant 2022. Il reconnaît, Emmanuel Macron, après les municipales et le remaniement, il a dépassé ce qu'il appelle l'hémistiche, c'est-à-dire il a dépassé la moitié de son quinquennat, et voilà. Alors, il nous dit bien que la France a peur, qu'elle connaît une crise de confiance et que lui-même est l'objet d'une détestation parfois alimentée par ses propres maladresses. Ah ben oui, il reconnaît qu'il... Ouais. Mais alors, il vous fait un exercice d'autoflagellation, hein, mais en fin de compte, il dit bien qu'il veut tenir fermement ses positions jusqu'en 2022, hein, voilà. Et il s'accroche plus que jamais à sa ligne politique de 2017, en fin de compte. Hein. Et puis, en fin de compte, il a nommé Jean Castex Premier ministre. C'est pour dire faire un petit peu de nouveauté. Ça amuse un peu les journalistes politiques. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Rien. Donc, Macron veut tenir ses positions en évitant les mouvements brusques, en guise de réinvention, l'autoprogrammé maître des horloges. Emmanuel Macron a surtout décidé d'arrêter les aiguilles de son temps politique. Pour preuve, le drôle de sort qu'il apporte pour la mère des réformes, celle des retraites, qui est un petit peu pétrifiée dans un entre-deux indéfinissable. Elle n'est pas tout à fait enterrée, au minimum à journée. Mais en fin de compte, il a bien dit, nous ne ferons pas l'économie d'une réforme de notre système de retraite pour qu'il soit viable. Il a expliqué, hein, pour le 14 juillet. Mais il a dit, néanmoins, cette réforme ne peut pas se faire comme elle était emmanchée avant la crise de Covid. Ah, quand même. D'après des indiscrétions, il semblerait que même dans la majorité présidentielle, on dit bien, il n'arrivera pas à la faire, ce sera le sujet de la prochaine campagne présidentielle. Donc préparez-vous. De toute façon, ce qui m'a énormément choqué, c'est que Macron n'a pas parlé du drame du chauffeur de bus tué à Bayonne, ni de celui de la gendarme de 26 ans percuté et tué par un certain Yacine. Hein. Remarquez à quoi faut-il s'attendre de la part d'un président qui a nommé Dupond-Moretti, l'avocat de Balkany, Cahuzac, Georges Tron, le frère de Mera. Voilà, un ministre qui va visiter et se faire applaudir par les prisonniers à la prison de Fresnes. Acquittator, c'est son surnom. Ah, spécialiste pour faire libérer les malfrats. Hein. Donc, puis aussi, en fin de compte, avec la nomination de ce macho, c'est un beau signal envoyé aux femmes. Hein. Marlène Schiappa doit être verte entre Dupond-Moretti et puis Darmanin accusé de viol. On a vraiment une belle paire de mâles. Hein. On peut peut-être rappeler aussi, avant de parler de libérer des prisonniers, c'est qu'il y a 100 000 condamnations en France qui s'en ont appliquées, car il n'y a pas assez de greffiers pour rejeter les actes, parfois il n'y a pas assez de papier pour la photocopieuse, vous vous rendez compte, et puis il n'y a pas de place en prison. Donc des tas de gens qui ont été condamnés ne sont toujours pas incarcérés, parce que voilà, les papiers ne suivent pas. Hein. Voilà, il faut vraiment des actes pour montrer une volonté de lutter contre les délits, assurer la sécurité des Français. Hein. Voilà le nouveau chemin qu'il faut appliquer. Mais bon, pour l'instant, avec Macron, on en est vraiment loin. Et puis une petite brève que j'ai trouvée assez sympa, d'un journaliste, je crois du Parisien, qui s'appelle David Doucan. Je vais vous lire dans les textes, et ça montre bien un petit peu ce qu'il faut en penser. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Gilles Legendre, qui est député. Donc de guerre lasse, Gilles Legendre renonce à son mandat de président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Il a été humilié par la publication de sa note secrète, écoutez bien, avant le remaniement, dans lequel il laissait entendre qu'aucun des députés donc, de son groupe En Marche n'avait le niveau pour entrer au gouvernement. Ok ? Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, il en prend ailleurs. C'est pour ça qu'il fait venir Dupond-Moretti, d'autres personnes. Gérald Darmanin, lui, effectue des déplacements de premier flic de France comme un robot, presque comme s'il était ailleurs, tant il est affecté et écrasé par la pression politique et médiatique liée à sa sordide affaire de faveur sexuelle qui prend toute la place et l'empêche de vivre son rêve au ministère de l'Intérieur. Hein, on en a parlé. Éric Dupond-Moretti semble déjà déchanté après s'être fait rabrouer lors de sa première séance de questions au gouvernement. Le ténor du barreau s'est vu soudain bafouillé devant la virulence des invectives de l'opposition.
Et que dire de Barbara Pompili à l'écologie, contrainte de préciser dans nos colonnes qu'elle n'est pas là pour faire de la figuration. Tellement le monde est persuadé du contraire. Le souffle de la nouveauté ne dure pas, la violence de la vie politique reprend très vite ses droits sur les effets de communication liés à un casting gouvernemental, alors que la France est confrontée à la pire crise sanitaire, économique et bientôt sans doute sociale depuis des décennies. Ce dont le pays a besoin, c'est un gouvernement pleinement à la tâche, concentré sur les multiples défis que nous avons à affronter. Et au lieu de cela, on a le sentiment de ministres qui sont déjà déstabilisés en une semaine, fragiles sur leurs appuis. En fait, il n'y en a qu'un qui a l'air d'être heureux. Il s'est replié au Havre. Il s'est bronzé dans les tribunes de son stade. La lourde défaite infligée par le PSG à l'équipe du Havre n'a pas effacé le sourire qui semble figé sur son visage depuis qu'il a quitté le pouvoir. Heureux qui, comme Édouard Philippe, a fait un bon voyage, loin du gouvernement. Un journaliste du Parisien, donc c'est pas ma presse favorite, mais enfin bon, il révèle certaines choses et il fait un constat que déjà on est vraiment loin de l'efficacité. Monsieur David Doucan, voilà. Donc, même les journalistes qui sont un petit peu, voire surtout inféodés au pouvoir, eh ben, ils font quand même un constat que rien ne va dans ce gouvernement. Sur ce, je termine. Je vous remercie déjà de tous vos messages et puis de tous vos commentaires. Je vous laisse terminer votre journée. Passez un bon week-end ensoleillé. Merci encore. Merci pour tous les partages. Je vous laisse faire. Vous avez l'habitude maintenant. Et puis, certainement, lundi, mardi prochain, on reviendra sur l'actualité. D'accord ? Merci beaucoup. Je vous embrasse très amicalement. Merci. Au revoir.